Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présent. Je reçois aujourd'hui Éric Dénessé. Alors, je lui disais avant de commencer que on aurait dû se rencontrer déjà depuis un moment, hein, parce qu'on a appartenu à la même cohorte de gens qui se sont un peu opposés au déferlement de propagande et à la désinformation qu'on connaît depuis 2 ans, dont malheureusement la France est quand même un très bel exemple. Comme disait Jacques Beau, je me demande s'il n'a pas dit que c'était le pays le pire du monde de ce point de vue. Je partage en plus avec GNC une décoration du Canard enchaîné. On devait être 5 ou 6. On a été traités tous les deux dans un vieil article il y a 2 ans, tous les deux d'idiots utiles de Poutine. Donc, il n'est pas un idiot utile de Poutine, évidemment. C'est un véritable expert, lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voit pas sur les plateaux mainstream, hein. C'est un critère. Et donc, je vais lui demander de se présenter. Alors, je commence déjà à poser la première question. Je souhaitais qu'on en aborde trois. La première question, c'est revenir, et ça, c'est pas possible de le faire autrement, bien, même si on n'a pas beaucoup d'informations, de revenir sur l'attentat du Crocus, sur ce que ça implique et ce que ça risque de provoquer comme changement. À vous. Oui, bonjour Régis, merci de l'invitation. Je salue les auditeurs. Alors, en deux mots, je suis ancien officier de renseignement naval. J'ai commencé ma carrière dans la Marine nationale pendant la guerre froide, à l'époque où nous luttions becs et ongles contre l'Union soviétique et les turpitudes de Moscou à l'époque. J'étais moi spécialiste de l'Extrême-Orient. J'ai servi dans les maquis au Cambodge, un petit peu au Laos et un peu plus tard en Birmanie. Et puis maintenant, depuis bientôt 25 ans, après un passage par l'industrie de défense, depuis la création du CF2R. Donc le centre va fêter sa 25e année l'année prochaine. Voilà, un centre qui est dédié à l'étude des questions de renseignement qui sont très méconnues en France. Et puis on a élargi le spectre, bien sûr, pour parler aussi de sécurité internationale, parce que ce sont les applications du renseignement, qu'il s'agisse de terrorisme, de conflits, de criminalité, de subversion, de géopolitique. Voilà. Alors, pour revenir sur votre question sur ce qui vient de se passer à Moscou, d'abord, ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut être extrêmement prudent. Nous avons pour tradition au CF2R, avec tous les membres de l'équipe, dont beaucoup sont des anciens du renseignement, de ne pas répondre à une interview dans les 48 heures qui suivent un attentat. Parce que, on est bien sûr bombardé d'informations qui sont pour une part fausses, approximatives et pour une part tout à fait infime, justes. Et donc, il nous est très difficile de faire de l'analyse en temps réel. Alors, on a bien sûr un background, on suit ces zones, on suit les mouvements terroristes, mais la manière dont les médias en rendent compte dès les premiers instants d'une crise est totalement désordonnée et je dirais c'est une éruption de données complètement souvent fantasmagoriques. Et donc on est obligé de prendre du recul pour pouvoir, au bout de 2 jours, commencer à peu près à formuler un premier jugement. C'est aussi le temps qu'il nous faut pour appeler nos contacts dans les différents pays ou dans certains services et d'échanger entre nous. Donc, il y a maintenant 3 jours que cet horrible attentat a eu lieu. Effectivement, on peut dresser quelques enseignements. C'est un attentat majeur, hein, parce qu'il se situe à peu près en termes de victimes, juste entre le Bataclan et les attentats de Madrid de 2004. Donc c'est quand même quelque chose de majeur. Et la couverture médiatique, pour l'instant, même si elle est importante, n'atteint pas du tout celle de ces deux événements que nous avons connus en France et en Espagne. Mais c'est quelque chose de très très important pour la Russie également. Il faut dire qu'on a excessivement peu d'informations fiables. On ne peut se fier surtout en ce moment je dirais, à aucun média, pas plus occidentaux, parce qu'on sait très bien que c'est une propagande éhontée depuis 2 ans, comme vous l'avez souligné. Mais on ne peut pas non plus se fier aux médias russes en la matière, puisqu'ils sont à la fois dans l'émotion, et puis il y a toujours un intérêt politique. Alors, qu'est-ce que l'on voit pour l'instant? Un des membres de notre équipe, David Gozer, qui était vraiment un spécialiste, lui, de l'Asie centrale, ne cesse de nous dire, et dans nos réunions, de nous annoncer que depuis le début du conflit en Ukraine, les choses sont en train d'évoluer de manière assez préoccupante en Asie centrale, et notamment au Tadjikistan, dont a priori les terroristes seraient originaires. Pourquoi? Parce que cette zone se trouve comment dire, je dirais en pleine zone de contact entre l'Afghanistan, la Russie, pas très loin des Ouïghours, de la Chine et de l'Inde, et que les islamistes locaux veulent essayer au maximum d'affaiblir le pouvoir à Douchanbé pour instaurer un régime islamiste.
Or, les Russes, depuis malheureusement maintenant 18 mois, ont dû dégarnir le front parce ils avaient sur place une division, la 201e division de fusiliers motorisés qui protégeait la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan et les zones islamistes. Et donc, une partie de ces effectifs ont dû revenir à Moscou. Et les islamistes locaux ont bien compris que la situation s'affaiblissait. Donc, ils ont relancé leurs actions contre le gouvernement du Tadjikistan, mais on savait aussi qu'ils envisageaient de frapper à Moscou. Alors, encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est absolument eux, mais on avait quand même beaucoup d'éléments, y compris dans les dernières semaines, sur les risques d'attentats, que quelque chose se préparait. Voilà. Après, la question, la réponse que nous n'avons pas en l'état actuel de nos connaissances, c'est est-ce qu'il s'agit au sens propre de l'organisation État islamique du Khorasan, donc on va dire le cœur de l'activité islamiste au Tadjikistan, ou est-ce que ce sont d'autres branches de l'État islamiste qui auraient cherché à frapper? Voilà, en tout cas, en l'état actuel des choses, et je suis bien sûr très prudent et j'emploie le conditionnel, tout laisse penser qu'on a affaire à quelque chose qui a été préparé en Asie centrale, qui s'est déroulé à Moscou. Alors, est-ce que les terroristes sont venus directement d'Asie centrale? Est-ce qu'ils étaient auparavant dans un autre pays? Pourquoi pas l'Ukraine, bien qu'on n'ait pas d'éléments sur le sujet? Mais peu d'éléments, si ce n'est aucun pour l'instant, ne nous laissent penser à une responsabilité ukrainienne. J'insiste sur un autre point. Quand les terroristes ont terminé leurs méfaits, ils se sont précipités évidemment pour quitter la Russie. Et c'est vrai que le pays le plus proche et dans lequel ils pouvaient espérer bénéficier, je dirais, d'une assistance, c'était l'Ukraine. Donc il n'est pas surprenant qu'ils essaient de fuir en direction des frontières ukrainiennes. De là à ce qu'il y ait une responsabilité ukrainienne, pour l'instant, rien ne le laisse penser. Alors, j'insiste sur un autre point. Peut-être que Vladimir Poutine, par ses services, a des informations top secrètes qui montrent la responsabilité des Ukrainiens. Mais ça nous semblerait très, très surprenant en l'état actuel des choses. Alors j'ai une première question, c'est sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, où j'ai retrouvé hier un article du Point qui reprenait un article du Télégraphe anglais, disant qu'on avait retrouvé des dirigeants de Daesh en Ukraine. Et je crois que l'information selon laquelle il y a là-bas des mercenaires ou des combattants de l'État islamique qui sont en Ukraine du côté des Ukrainiens est à peu près avérée. Ça veut dire que effectivement, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est quelque chose d'organisé ou est-ce que c'est dû à la corruption, au laxisme, ce que disait d'ailleurs l'article du Point que j'ai cité hier et que j'ai mis sur Twitter? Non, c'est organisé parce que dans ce conflit ukrainien, depuis le début, on voit bien que les deux camps font appel à des combattants étrangers. Il y a dans le Donbass des combattants français, des combattants internationaux, il y a des Tchétchènes de Kadyrov, il y a un certain nombre d'individus qui viennent de Biélorussie, il y a des Gourkhas népalais, voilà, il y a un certain nombre de combattants étrangers. Il y en a bien sûr 2 à 3 fois plus côté ukrainien. Il y a aussi des Tchétchènes, il y a des combattants syriens, effectivement. Alors, qui ont été qu'on a trouvé dans les combats en 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui étaient dans l'armée azérie, transportés par la société militaire privée turque qui s'appelle la Sadat. Donc on va trouver des gens des deux camps qui viennent là pour de l'argent, et on va retrouver parfois les deux camps face à face, hein. Les Tchétchènes de Kadyrov sont opposés aux Tchétchènes islamistes De anti-russes. Donc Doudaïev. voilà. Mais ça ne veut pas dire que les Syriens de Daesh qui se trouvent, ou les gens du Moyen-Orient de Daesh qui se trouvent euh, dans le sud de l'Ukraine aujourd'hui face aux forces russes, soient nécessairement des gens qui soient liés au Tadjikistan. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour organiser des actions de type terroriste en Russie. En tout cas, on n'a pas d'éléments comment dire, de cette nature entre notre possession. Ce qu'on a aussi observé à l'issue de cet attentat, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai, la similarité avec d'autres attentats qui avaient été commis, que ce soit au Bataclan, mais aussi dans le fameux attentat comment dire, du théâtre de la Dobrouvka, qui de mémoire a dû avoir lieu en 2001 ou 2002 à Moscou, hein, qui avait été Bon. un attentat majeur. Mais en même temps, passé à un certain stade, les terroristes ne peuvent pas faire preuve de beaucoup plus d'imagination qu'ils le font. Ce qui nous a plutôt surpris, c'est la vitesse à laquelle les terroristes et leurs soutiens ont été arrêtés. 11 Alors ça, c'est personnes, une donc vraie question, ça. voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. On a du mal à évaluer à distance à quelle vitesse les forces d'intervention sont entrées en jeu. Alors,
les terroristes, comme souvent, sont des commandos assez souvent suicides, donc prêts à rester le plus longtemps possible sur place pour faire un maximum de morts. Donc il n'est pas étonnant que les forces d'intervention arrivent à les éliminer ou à les arrêter. Mais les 7-8 personnes supplémentaires qui ont été arrêtées, on ne comprend pas bien, en tout cas, ce qu'elles font dans ce schéma. Tout cela est très surprenant, y compris la manière, la vitesse à laquelle ils sont passés aux aveux. Donc il y a pour nous encore beaucoup de zones d'ombre. Et très honnêtement, je trouve qu'il y a un vrai dérapage du discours russe. Autant je défends, je dois dire, le discours de Poutine sur l'Ukraine quand il parle de néo-nazis, parce que nous avons systématiquement voulu diminuer la présence de ces bandéristes, de ces extrémistes ultranationalistes ukrainiens qui font le salut hitlérien en toute occasion, en essayant de les présenter comme des gens respectables, alors que nous luttons ici contre l'extrême droite en disant que c'est ce qu'il y a de pire au monde. En revanche, le discours de Poutine suite à ces attentats en disant que ce sont des atrocités comparables aux nazis et en accusant directement l'Ukraine, à la fois me paraît infondé, extrêmement rapide et totalement contre-productif. Alors, contre-productif, Pour une petite raison simple, observation. parce que ça euh, va relancer la propagande occidentale qui va dire Poutine ne cesse de dire des bêtises depuis le début. Or, le discours de Vladimir Poutine depuis 2 ans, même depuis quasiment, on peut remonter à 2006 et même aux années, est un discours au contraire très sensé. Il prévient, il dit ce qu'il va faire, il demande à négocier en permanence. Il avait tendu la main à l'Europe, il avait tendu la main à l'OTAN, on l'a toujours bafoué. Et voilà, malheureusement, en se comportant comme ça, sauf élément contraire, il me semble qu'il commet une erreur. Bah, ça, c'était avant, hein, parce que bon, depuis le mémorandum ou l'ultimatum, appelons-le comme ça, de la fin de l'année 2021, à laquelle les Américains n'ont même pas répondu, ça a quand même changé. Ça a changé. Moi, j'ai un peu le sentiment des contacts que je peux avoir avec la Russie, des amis qui sont là-bas, qui me disent que ils ont l'impression que les Russes, le pouvoir russe, ne se préoccupe pas beaucoup de ce que nous pouvons penser. Bon, on voit bien le rôle qui a été assigné à Tolstoï ou à Medvedev, qui ont durci, qui continuent les provocations, avec peut-être, d'après ce qu'on me dit, moi, une utilisation de notre propagande débile pour justifier le caractère existentiel du conflit. J'ai été effectivement interpellé par la rapidité de l'arrestation, en plus à 300 km de Moscou déjà. Comment est-ce qu'ils les ont pistés? Qui sont ces gars-là? Qui ont l'air de pauvres types. Moi, je me rappelle parfaitement bien, vous l'imaginez, Eric, du Bataclan. J'ai passé la soirée à chercher mes enfants, à savoir où ils étaient, avant de savoir que tout le monde était en sécurité. Mais le problème, c'est que le profil des combattants et puis le sacrifice, ça ressemble pas à ce qu'on a pu voir là. C'est curieux. Est-ce que Non, mais c'est quoi? Le FSB, qui est un service de renseignement tout à fait sérieux, avait probablement beaucoup d'informations. Ils suivent évidemment tous ces mouvements terroristes islamistes qui peuvent poser un problème en Russie depuis la guerre de Tchétchénie, depuis les événements au Daghestan, puis bien sûr depuis tout ce qui se passe dans ces pays-là. Il faut rappeler que dans l'organisation du renseignement russe, depuis la fin de la guerre froide, c'est le FSB, qui est le service de sécurité intérieure, donc l'équivalent de notre DGSI, qui suit les anciennes républiques. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de suivre uniquement ce qui se passe en Russie, ils continuent à travailler dans les pays qui sont anciennement des ex-républiques soviétiques. Et donc le SVR, qui est le renseignement extérieur, lui ne travaille vraiment que sur l'étranger. Donc ça explique aussi que sur l'Ukraine, comme sur les pays d'Asie centrale, c'est encore le FSB D'accord. qui est en pointe, notamment parce que ce sont des pays dans lesquels il y a 10, 20, 30% selon les pays de population russe ou russophone. Donc, et puis ils y avaient une implantation ancienne. Donc on peut bien sûr penser que le FSB est assez bien renseigné et qu'il a pu verrouiller le pays. C'est vrai que la Russie est en situation de guerre, même si quand on est à Moscou, on n'a pas le sentiment d'être en guerre. Ils ont quand même renforcé les contrôles aux frontières. Ils surveillent, surtout dans cette zone sud, les possibles raids de commando qui se multiplient depuis quelque temps des forces ukrainiennes. Donc leur contrôle sur le pays doit être indéniablement très étroit. Mais il y a effectivement des zones d'ombre et des questions sans réponse qui sont de vraies surprises sur cet attentat et sur ce qui s'est passé depuis qu'il a eu lieu et sur la manière dont on a arrêté les responsables. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, les Russes se moquent totalement de ce que pensent les Occidentaux, hein, bien évidemment. Mais
Ce qui m'a quand même frappé, moi, dans les réactions de Poutine, c'est que jusque-là, il a été tout à fait mesuré, y compris face aux provocations qui ont été celles de l'OTAN, de l'Occident et aux provocations françaises dont Emmanuel Macron nous a gentiment gratifié ces derniers jours. Et donc, il y avait toujours beaucoup de mesures, même s'il y avait un jeu de rôle où il envoyait, je dirais, dans un rôle de chien agressif Medvedev pour lui, ne pas, pour que lui, Poutine, n'ait pas à tenir des propos de cette nature. On a vu que de la même manière, il n'avait pas répondu aux provocations de Biden, qui l'a traité de nom d'oiseau de manière assez régulière. C'est pour ça que cette sortie sur l'attentat, même il n'est pas là pour critiquer les Occidentaux, est assez surprenante. Alors, je ferai une observation avant de poser une autre question. L'observation, c'est que euh, il y a eu un changement quand même avant l'attentat. Avant l'attentat, il y a eu un changement. Il y a eu Peskov, donc, qui est le porte-parole de Poutine, qui a dit nous sommes en guerre. C'est-à-dire, on est sorti, si j'ai bien compris, on est sorti de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire que c'est effectivement une opération. On n'est pas sur un théâtre de guerre, on est sur un théâtre d'opération. Et par conséquent, c'est terminé. On est en guerre, ça c'est la première observation. La deuxième, elle est que, bon, moi je sais pas, je suis assez sceptique. Je pense que les Russes, dans la stratégie d'attrition offensive hein, qu'ils ont mis en œuvre depuis le grand virage et l'établissement de la ligne sur Ovikin, depuis l'automne 2022, j'ai l'impression qu'ils sont pas pressés. Ils font durer le plaisir. C'est une vilaine expression d'ailleurs, mais euh, beaucoup disent, mon partenaire Hervé Carès, mon partenaire militaire, me disent que tous les signes sont là pour une probable offensive de printemps, c'est-à-dire une volonté de terminer cette guerre en 2024, en profitant bien évidemment des scrutins qui ont lieu aux quatre coins du monde, mais et surtout en particulier dans l'ennemi ou l'adversaire principal. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que justement ce ne serait pas un prétexte qui serait utilisé parce il va se passer des choses. Ils ont accumulé, semble-t-il, des forces et l'armée ukrainienne semble assez proche de l'effondrement, me dit-on. Oui, oui, je ne le pense pas parce que sincèrement, ils n'ont pas besoin d'un attentat terroriste à Moscou pour essayer ou décider d'avancer davantage en Ukraine en fonction des circonstances et de l'évolution du théâtre des opérations. Donc je ne vois pas de lien de cause à effet entre les deux. Qu'ils soient exaspérés par ce qui se passe, c'est une réalité. Alors j'observe quand même, et c'était la moindre des choses, que la totalité des pays occidentaux ont envoyé des messages de soutien ou de condoléances aux familles et aux autorités russes. Le contraire aurait été un véritable scandale. Et alors, on a beaucoup souri, on voyait ça aujourd'hui. Le président Macron, qui n'est pas à une contradiction près, dire qu'il a proposé, alors qu'il était en voyage en Guyane hier, qu'il proposait à Moscou de renforcer la coopération antiterroriste. Donc, on se tient les côtes de rire quand on entend des choses pareilles. Mais après C'est tout, pas ce possible. n'est pas la première fois qu'on a en même temps de cette nature-là. Non, je pense que la situation Non, en Ukraine. ce que je voulais dire, Eric, je me permets de vous appeler par Oui, votre oui. prénom. Non, ce que je voulais dire, c'est que ils n'ont pas besoin de ce prétexte, mais c'est pas présenté comme un prétexte, c'est un élément supplémentaire parce que la décision aurait été prise avant. Voilà, c'est la seule question que je me pose parce que je trouve que le climat s'est un peu durci avant. Oui, en même temps, il y a deux choses. On passe toujours du temps dans les discours, quand on étudie les discours russes, de voir ceux qui sont à destination intérieure et ceux qui sont à destination extérieure. Comme vous le disiez justement, ils se moquent de ce que nous pensons et surtout, ils ont compris assez rapidement qu'ils ils ne pourraient pas gagner la guerre de l'information en Occident contre les Occidentaux. Et finalement, depuis le début du conflit, qu'est-ce qu'on observe? On observe cette espèce de propagande occidentale qui est exercée par les médias occidentaux en direction du public occidental. On a ensuite une forme de propagande qui existe aussi, même si elle est nettement moins forte, de la part des Russes vers l'espace russophone. Et puis, il y a tout ce qui est entre les deux, qui finalement suit beaucoup plus et beaucoup plus objectif, ne prend beaucoup moins la propagande occidentale. Et nous, on s'informe via les médias sud-américains, algériens, un peu partout dans le monde, égyptiens, pour voir comment dans ces pays-là ils voient la situation. Donc, effectivement, quand ils disent nous sommes en guerre, je pense que c'est une évolution qui, ça va vous surprendre, mais que je trouve marginale, parce que c'est plus un D'accord. message qu'ils font à l'Occident en disant, écoutez, là, vous commencez à nous fatiguer par les d'envoi de troupes et autres, donc on ne va pas se laisser faire. Parce que, par contre, ce n'est pas du tout le même discours qui est tenu en interne. Alors,
quand un discours comme ça est tenu, il y a bien sûr des répercussions internes, ce qui permet de mobiliser la nation derrière le leader. Mais vu la manière dont il a été réélu, il n'a pas nécessairement besoin de cela. Maintenant, je crois qu'il faut être aussi très lucide. L'Occident n'a pas les moyens aujourd'hui de menacer la Russie. Les gesticulations françaises, dont on ne voit pas très bien l'origine, peut-être à part le hubris ou la mythomanie de l'hôte de l'Élysée, si nous pouvons envoyer comme en 1991, au maximum 15 à 20 000 hommes en Ukraine un jour, si tant est qu'on le fasse, c'est tout ce que l'on pourra faire. Et je dirais ça n'aura aucun effet militaire. Et en plus, les Russes, à ce moment-là, auront beau de lancer quelques missiles balistiques non nucléaires sur nos troupes, faire malheureusement 1 millier de morts que nous souhaiterions éviter, et on ne pourra pas riposter, parce que tant qu'il n'y a pas la dissuasion ne jouera pas son rôle. Donc, il y a aussi beaucoup de gesticulations de la part d'Emmanuel Macron qui pense peut-être avoir une marge de manœuvre dans cette crise internationale. Mais honnêtement, la manière dont les Russes nous considèrent, et j'ai eu quelques échos d'un certain nombre de Français et d'Européens qui étaient à Moscou ces derniers jours pour surveiller les élections, qui font part des discussions qu'ils ont eues, sincèrement, ils sont assez exaspérés de voir que les Occidentaux ne veulent pas mettre un terme à ce conflit, ne veulent pas négocier, ne veulent pas reconnaître ce qu'on doit bien sûr considéré comme étant des provocations des États-Unis et de l'OTAN à l'égard de la Russie. Et donc, ça commence à les fatiguer, mais en dehors de ça, ils ne craignent pas une offensive occidentale, ils ne craignent pas des efforts de troupes. Puis ils savent très bien que les Américains les rassurent assez régulièrement en leur disant qu'en aucun cas le conflit ne doit arriver à une extrémité nucléaire. Donc, sincèrement, la crainte des Russes sur ce sujet-là me paraît très, très minime. Et donc, il faut faire la différence entre le discours et la réalité. Alors, c'est très pratique que notre discussion sur l'attentat, parce que ça permet justement de faire un point de la situation au-delà de l'attentat lui-même. Dernière question relative à cet attentat, la communication, c'est-à-dire le message, moi je l'avais vu passer, le message envoyé par les Américains en disant à leurs ressortissants, faites attention dans la période. Qu'est-ce que ça raconte ça? Parce que je sais qu'on communique dans l'affaire du marathon de Boston, les deux frères, là, donc je ne me rappelle plus le nom, les Russes D'ailleurs, avaient prévenu les Américains de leur radicalisation. Euh, Là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une véritable information? C'est quand même curieux, quoi. alors, il y a deux choses. La première, c'est comme je vous le disais tout à l'heure en début d'entretien, c'est que nous avions nous-mêmes au CF2R, par nos chercheurs, des informations sur le fait qu'il y avait une radicalisation, enfin, une volonté de passer à l'action de l'organisation État islamique au Khorasan et des Tadjiks, y compris à Moscou. Donc, les Russes le savaient évidemment, les Américains le savaient aussi, probablement par des interceptions et des agents, et donc ils avaient fait passer ce message. Ça, c'est bon, dans ce genre de situation, on préfère trop alerter que de ne pas le faire, toujours. Le deuxième fait, c'est que les Américains disent qu'ils ont prévenu Moscou. Or, si on regarde les réactions de Moscou depuis 2 jours, et notamment de l'ambassadeur de Russie à Washington, ils déclarent qu'ils n'ont reçu aucune information de la part des Américains les prévenant de cette menace. Bon, honnêtement, les Russes n'ont pas besoin que les Américains les préviennent d'une menace, mais en tout cas, on se pose la question, est-ce que les Américains ne sont pas essayés en train de nous faire croire qu'ils ont entendu la main d'une certaine manière à Moscou? C'est difficile, c'est difficile à savoir. De toute façon, il n'y a rien de plus difficile que d'empêcher un attentat terroriste, parce que quand 4 individus veulent passer à l'action, voilà, on en arrête 60, 70, 80%, voire plus, mais il y aura toujours des dangereux individus qui passeront à travers les mailles du filet. Sauf que cette information, on a prévenu les Russes. Les Russes disent non, on n'a rien eu. Bon, ça, c'est pour l'instant invérifiable pour nous. Mais bon, c'est une donnée, ça nourrit au contraire. On a tendu la main aux Russes. Cette information et la réalisation de l'attentat nourrissent plutôt l'accusation de complot, quoi, que les Américains sont derrière. Bien, donc, bon, c'est tout. Bon, tout ça, c'est de la Ah non, non, communication. je me méfie de ces deux théories de complot qui, pour moi, n'ont aucun Oui, fondement ni l'une ni l'autre. oui, oui, je suis Celle que vous d'accord. venez d'évoquer, et puis celle dans laquelle on accuse les Russes d'avoir organisé eux-mêmes l'attentat contre eux pour justifier une répression plus forte. Je pense que là, on rentre dans l'ère du fantasme, enfin, dans le domaine du fantasme le plus complet. Oui.
Oui, enfin, et c'était aussi la volonté de dédouaner les Ukrainiens, hein. C'est pour ça que ça a été fait aussi rapidement. Et puis, là, une russophobie délirante que l'on connaît bien. Donc, voilà, une analyse de la situation qui montre bien, bon, qu'on est dans une phase de tension. Alors, vous disiez, en ce qui concerne le choix d'Emmanuel Macron de partir en guerre, les rodomontades, totalement ridicule, hélas. Toujours merci Internet, on peut aller voir ce qu'en pense la presse internationale, c'est accablant. Une des raisons, moi je pense que c'est de la politique intérieure. J'ai même fait un assez long article sur le blog, sur Vue du Droit. Je pense que il est dans une situation politique difficile qui est liée à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est difficilement gouvernable tel qu'il le conçoit et qu'il n'est pas rééligible. Donc, s'il dissout, il peut se retrouver en cohabitation sans pouvoir se représenter, ce qui est une calamité. S'il dissout pas, il garde cette chambre difficile. Chaque projet de loi, ça va être l'enfer. On va avoir des polémiques. Alors, c'est pour ça il fait des cérémonies aux Invalides une fois par semaine, si ce n'est une fois tous les 2 jours, et une entrée tous les 15 jours au Panthéon. Tout ça est un peu ridicule. Et là, il est parti, il a enfourché le destrier des va-t-en-guerre. Bon, tout ça est un petit peu triste, mais enfin, écoutez, euh, peut-être qu'un jour, ceux qui nous l'ont imposé en 2017, je ne parle pas de 2022, en 2017, auront peut-être quelques comptes à rendre puisque c'est quand même le fruit d'une opération. Moi, j'appelle ça, mais parce que je suis mauvaise langue, j'appelle ça une révolution de couleur, parce que justement, mon dernier livre décortique bien la façon dont le complot judiciaire s'est déroulé. Et c'est imparable, c'est imparable. Il y a eu véritablement le choix de disqualifier le favori pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a pas à tortiller. Bien, mon cher Eric, alors, autre question. Vous avez un peu abordé la question du conflit nucléaire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que, ayant bien connu la situation précédente où vous interveniez, c'est-à-dire la guerre froide, qui avait un mérite, c'est que nous avions des équilibres en matière d'armement, des équilibres en termes de rapport de force, qui fait que passer au nucléaire, c'était la DMA, hein, c'était tout le monde était mort. Bon. Là, moi, j'ai un peu l'impression que ça s'est dégradé, cet aspect des choses, peut-être lié au fait que quand même, les Américains se sont retirés de tout un tas de traités. Ils ont, comment dire, paraît-il, semble-t-il, adopté la doctrine de la première frappe possible, alors que les Russes, c'était le contraire. Bon, les Russes ont acquis des supériorités grâce aux hypersoniques, qui sont quand même, semble-t-il, incontestables. Donc, voilà, est-ce que cette instabilité stratégique qui a été le fruit de comportements américains depuis la chute de l'Union soviétique, parce que si on passe la liste des conflits, il y en a eu un paquet quand même, hein, à commencer par là, c'était hier ou avant. Oui, hier, c'était l'anniversaire du bombardement de Belgrade, de l'intervention, hein, et qui, à mon avis, a réveillé les Russes. Donc, est-ce que on n'est pas en face d'une situation plus dangereuse qu'elle ne l'était dans les années 70, par exemple? Alors, je n'en suis pas sûr. C'est une situation difficile, plus instable, mais d'abord, il y a quand même quelque chose qui est indéniable, c'est que la dissuasion marche toujours, mais à la différence de la guerre froide, le nucléaire ne dissuade que du nucléaire. En tout cas, ne fait que dissuader comment dire, du nucléaire ou d'une offensive majeure. Donc aujourd'hui, si nos voisins, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le Danemark, décidaient d'envahir la France, la dissuasion nucléaire marcherait toujours. Et après avoir envoyé nos forces légères, mais qui n'ont finalement qu'une seule fonction, c'est de marquer le dernier signal face à un envahisseur possible. Si elles sont détruites, à ce moment-là, le président déclenche le feu nucléaire. Ça marche toujours comment dire, et l'équilibre de la terreur entre les puissances nucléaires fonctionne toujours aussi. Donc sur ce plan-là, on ne voit pas beaucoup de différence. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau, et notamment de la part des innovations que les Russes ont été capables de produire, c'est que qu'est-ce qui se passe si on a aujourd'hui un conflit à un seuil infranucléaire avec des armes classiques. Sous-entendu, si les Russes décident de lancer quelques frappes contre
la France, la Pologne, enfin, la Pologne n'étant pas un État nucléaire, mais contre la France avec des missiles hypersoniques, je ne vois aucune raison que ça se produise. Comment réagirions-nous? Parce que ce serait une agression délibérée contre le pays. Ça serait par exemple la destruction d'une base aérienne, mais sans victimes civiles, sans utilisation d'armes nucléaires. Est-ce que pour autant nous serions capables de riposter nous-mêmes avec une frappe nucléaire? Donc voilà, ça pose cette question-là, mais en même temps, la probabilité d'occurrence est extrêmement fine. Non, pour le reste, ce qui est à dire, c'est que c'est l'extension de l'OTAN. Alors non seulement on l'a vu en Europe de l'Est, mais aussi aujourd'hui dans la zone Indo-Pacifique, qui lui, comment dire, bouleverse totalement les équilibres stratégiques. Parce que il faut rappeler, moi je me souviens ayant été jeune officier dans ces périodes-là, où nous disions vraiment qu'en cas d'offensive, en moins de 10 jours, les forces de l'armée rouge seraient à Brest et à Toulon, mais que probablement dans les 6 mois qui suivent, leur ligne logistique ne tiendrait pas et que cette armée soviétique, qui était une armée surtout défensive, s'écroulerait. Nous étions extrêmement, comment dire, extrêmement inquiets, mais à la fin de la guerre froide, nous avons parfaitement vu que les Russes avaient rapatrié toutes leurs forces des pays ex-pays du pacte de Varsovie, puis donné l'indépendance aux ex-républiques, sans qu'à aucun moment, ils ont aussi rapatrié toutes leurs armes nucléaires qui étaient en Allemagne de l'Est ou dans d'autres pays. Tout ça, c'est très bien déroulé. Donc, les preuves qu'a donné la Russie à partir de 1991 de sa volonté de collaborer ont été indéniables. Et même si on doit me qualifier de pro-russe pour ces propos, j'y reste parce que ce sont des faits et que tous ceux qui les nient sont évidemment dans la mauvaise foi et dans la propagande. Donc, la déstabilisation de l'ordre stratégique, elle vient pas de Moscou. J'ai envie de dire, elle vient même pas tellement de la Chine, même s'il y a des actions agressives des Chinois à Taïwan et en mer de Chine. La déstabilisation stratégique, elle vient des États-Unis. La première menace pour la paix et pour la sécurité mondiale aujourd'hui, elle vient de la politique, enfin, et pas qu'aujourd'hui, depuis avant 2000, elle vient des États-Unis. Donc, c'est eux qui ont créé cette situation et les Européens les ont suivis de manière totalement aveugle, servile et vassalisée. Et nous sommes responsables du déséquilibre planétaire qui s'est mis en place et qui est en train de s'inverser à notre détriment. Alors moi, je voudrais rajouter une petite chose. Mon père, qui était officier supérieur, anticommuniste comme on peut l'imaginer, qui avait une certaine expérience de la guerre. Je me rappelle parfaitement lorsque nous habitions en Allemagne, puisque il était dans les troupes d'occupation. Je me rappelle même à Baden-Baden, par exemple, il m'a toujours dit que les pays, les démocraties populaires, c'est comme ça qu'on les appelait, n'étaient qu'un glacis. Que c'était pas des pays colonisés pour les exploiter, c'est que traumatisme de Barbarossa, évidemment, plus vieille histoire. On a Jean-Robert Raviot, qui est un universitaire qui vient de publier le logiciel impérial russe. Ils ont un syndrome. Alors, on va dire paranoïa, c'est pas très intéressant. Ils ont effectivement le sentiment d'une vulnérabilité qui est tout à fait incontestable. Et je ne sais pas si, bon, dans votre expérience professionnelle, on était inquiet d'une possible invasion soviétique. Moi, je peux vous dire que dans ma propre famille, je parle de mon père, mais il n'était pas le seul à être anticommuniste d'ailleurs, personne n'était inquiet de ça. On craignait des escalades, on craignait les guerres à la marge, mais la guerre du Vietnam, et Dieu sait si elle a duré longtemps, Dieu sait si elle a été violente pour le peuple vietnamien, il n'a jamais été question que ça puisse déborder. C'était pas le cas de c'était pas le cas de la Corée, ça c'est clair. Ah, mais Non, peut-être non, à cause de MacArthur d'ailleurs, hein. oui. Non, mais la situation en Europe n'avait rien à voir avec celle qu'il y avait au Vietnam et on a été très inquiets. Alors, il y a sûrement des raisons. On a joué à se faire peur dans les deux camps. Et c'est vrai qu'à la fin de la guerre froide, quand nous avons, nous, organisé les premières réunions entre les anciens de la CIA, les Anglais, les gens du KGB, du GRU, ben, on a bien sûr découvert tous nos biais cognitifs réciproques. Il y avait aussi quand même énormément d'éléments qui nous permettaient d'être inquiets et qui, de leur côté, les amenaient à être inquiets. Et je dirais qu'avec un peu de recul, les risques de subversion en France et en Europe occidentale étaient beaucoup plus importants que les risques d'invasion, même si après des événements comme Berlin, comme Prague et comme Budapest, il y avait des vraies craintes. Et puis l'arsenal du pacte de Varsovie était tellement supérieur à celui de l'OTAN qu'il y avait des raisons d'être inquiets. On sait aussi, et ça on s'en a rendu compte à la fin de la guerre froide, que les Américains ont systématiquement grossi ce danger soviétique. Alors,
pour une raison principale qui était obtenir des budgets et développer l'industrie de l'armement, mais aussi, bien sûr, pour être sûr que tout le camp occidental resterait derrière eux. Et moi, je n'ai connu que les dernières années de la guerre froide et je m'occupais, je vous l'ai dit, du sud-est asiatique à l'époque et non pas de la Russie que je connaissais moi, mais beaucoup de mes officiers qui étaient plus âgés que moi et qui sont allés à Moscou dès la chute du mur, dont certains sont allés ouvrir les sociétés de sécurité, sont tous revenus en disant nous nous sommes beaucoup trompés sur la menace russe, hein. Quand on voit comment, dans les 3 4 ans qui ont suivi la chute du mur et l'ouverture du pays, ils me disent quand on voit le niveau de matériel, de logistique, c'était bien une armée défensive, ils auraient eu beaucoup de problèmes. Alors, il ne s'agit pas de dire que je pense que les torts sont partagés, nous nous sommes trompés des deux côtés, et Dieu merci, nous n'avons pas débouché sur un conflit. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire de manière, je crois, absolument incontestable, c'est que la Russie n'a représenté une menace pour personne depuis qu'elle est indépendante, depuis qu'elle a retrouvé, on va dire, son statut de fédération de Russie à partir de 1991, à la différence des États-Unis, hein. Il faut rappeler que les Russes, je crois, ont une dizaine de bases dans le monde en dehors de leur territoire pour 145 millions d'habitants. Les Américains, qui ont presque 200 millions d'habitants de plus qu'eux, sont présents dans 177 pays de la planète. Ils ont mené des opérations militaires à peu près plusieurs fois par an depuis des années. Ils font des dommages collatéraux. Ça n'a rien de commun, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Russes, il faut savoir regarder ces choses-là en fait. Il y a un pays qui est d'une agressivité, d'un impérialisme total, et je le dis pour avoir été un défenseur de l'Occident et de l'OTAN pendant les années de guerre froide, mais il y a une dérive complète. Et ce qu'on a beaucoup de mal à expliquer à nos contemporains, c'est que finalement, il y a eu une inversion de valeur. Si on prend l'exemple de ce qu'était l'URSS en 1990, c'était un régime qui prenait, alors à tort ou à raison, l'exportation de la révolution et de la dictature prolétarienne. C'était un régime excessivement policier en interne. Donc, sur un plan économique, la liberté n'existait pas. C'était effectivement quelque chose qu'en tant que démocrate républicain et libéral, on a entendu de dire c'était bien sûr un totalitarisme. À l'époque, les Américains et l'Occident, malgré ses défauts, était quand même l'endroit où la liberté de circulation des biens, des idées, des personnes pouvait se faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de 91 et surtout à partir de 2001? La Russie est passée du stade d'État totalitariste que l'on pouvait qualifié parfois d'expansionniste, à un État qui s'est replié sur lui-même, qui a cessé de menacer ses voisins et qui a essayé de se reconstruire, même si ce n'était pas la démocratie la plus parfaite. Et puis inversement, côté américain, nos amis américains, en raison de leur messianisme, ont considéré que l'histoire leur avait donné raison et que désormais, ils devaient imposer leur point de vue partout. C'est-à-dire qu'il fallait même imposer la démocratie dans les États qui n'avaient pas compris que c'était important. Du coup, ils allaient le faire, alors, je dirais, sans leur demander leur avis. Ils ont commencé à reprendre en main tout le droit international et à imposer l'extraterritorialité du droit à peu près partout. Ils ont mis la totalité de leur population sur écoute, notamment avec les projets TIA, qui est Total Information Awareness, et ce qui en a découlé. Donc, on est rentré aux États-Unis aujourd'hui, on est dans une démocratie policière et un régime impérialiste. Donc, il y a cette véritable inversion des valeurs. Et aujourd'hui, on a un État total, enfin, pas dire totalitaire, en tout cas hégémonique et impérialiste qui essaie de dominer le monde, qui nous a vassalisés, nous, en Europe, qui a réalisé, comme les Soviétiques le faisaient pendant la guerre froide, d'énormes progrès en matière de propagande, parce qu'ils contrôlent à la fois les discours, les contenus et les contenants, c'est-à-dire les tuyaux Internet, et qui essaient d'imposer, et de plus en plus par la force, puisqu'ils n'utilisent plus la diplomatie, leur point de vue partout dans le monde. Et ça, là où ils ont gagné, c'est on a toujours le sentiment, pour ceux qui n'étudient pas assez le sujet, que l'Amérique, c'est la liberté, c'est la première démocratie du monde, alors que ce n'est absolument plus le cas. Il suffit de voir les manipulations dans les élections présidentielles américaines pour se rendre compte qu'il y a eu cette inversion des valeurs. Alors bon, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est le pays de la liberté. Je suis assez fasciné par les États-Unis, par leur histoire. C'est un pays, c'est le pays de tous les excès, mais aujourd'hui, c'est une puissance. Le concept de totalitaire ne raconte pas grand-chose, mais qui est totalitaire, y compris dans ses contradictions et sa situation extrêmement difficile. Alors, l'exportation de la démocratie et de la liberté, c'est le prétexte. Hein, c'est beaucoup plus Évidemment. prosaïque que ça. C'est pour défendre ses intérêts. Bon, moi, j'invite nos spectateurs à relire ou à lire le livre de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, pour ce qu'il est obsolète. Hein, parce qu'il analysait la Première Guerre mondiale
et son deuxième épisode, la deuxième, mais enfin la première, puisqu'il est mort en 24, mais en montrant les rivalités entre les puissances. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une puissance qu'on peut Voilà, qualifier voilà, de il y a plus de complètement rivalité. impérialiste, et donc avec tous les problèmes que cela peut poser. Je pense qu'ils en ont beaucoup parce que euh, ils ont essayé de faire ça, me semble-t-il. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils ont un pays qui est divisé maintenant au plan politique. Le consensus n'existe plus. Ça va être assez compliqué parce que je ne sais pas comment vont se dérouler les élections qui sont probablement brinque-ballantes, sinon complètement fraudées comme celle de 2020. En tout cas, le perdant n'acceptera jamais cette fois-ci. Déjà, il ne l'avait pas accepté en 2020, mais alors là, si c'est Trump, les démocrates n'accepteront pas non plus. Hein. Non, et puis plus la situation interne qui est quand même assez dramatique. Et face à ça, on a quand même, parce que ça c'est mon opinion, hein, le conflit dont on parle, il s'inscrit dans une réalité mondiale qui est celui de l'affrontement nord-sud. J'utilise cette expression parce qu'elle est commode. On a les pays émergents avec de sacrés locomotives quand même. Hein. On a la Chine, on a l'Inde, on a la Russie, qui est une puissance militaire et aussi économique, quoi qu'on en dise. On a tout un tas d'autres pays qui sont en train de se tourner de ce côté-là, et clairement, l'Occident est en déclin et est en train de gérer justement difficilement cette phase. Alors, et c'est en ça que je pense qu'elle est peut-être grosse de risque. Dernier point, Eric, je sais que vous avez un autre engagement juste après. C'était ce changement qualitatif extraordinaire de la guerre autour de ces questions de renseignement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la guerre comme auparavant, c'est-à-dire faire de la maskirovska, comme faisaient les soviétiques, en se cachant, en jouant sur l'effet de surprise. Aujourd'hui, tout le champ de bataille est hyper surveillé. Quand je dis le champ de bataille, c'est là où les affrontements ont physiquement lieu, mais c'est aussi autour. Par exemple, les attaques contre la flotte de la Non, mer Noire, la flotte russe, elles ne peuvent avoir lieu avec certains succès qu'elles rencontrent que parce que l'OTAN fournit tout un tas de couvertures, de renseignements, ce qui énerve, si j'ai bien compris, agace les Russes parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Allez, c'est eux qui sont intervenus. Donc voilà, c'est cette révolution elle est liée à quoi alors? Donc non. à l'invasion du numérique et à la présence de nuées de satellites autour de notre planète? Oui, alors je vous réponds dans un instant, mais juste pour terminer ce que je disais auparavant, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, je n'ai rien contre les Américains et je trouve encore que leur société est plus démocratique et plus libre que la nôtre, y compris sur la question de la guerre en Ukraine. Hein. Ce que je critique, ce sont Ah les oui, élites et les politiques gouvernementales. Voilà. Alors, pour revenir sur la question du renseignement, effectivement, vous soulevez un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le champ de bataille est quasiment transparent, puisque avec les drones, les aéronefs de reconnaissance, les satellites, on arrive à peu près vers tout ce qui s'y passe. Et de la même manière, avec les drones, les moyens d'écoute, les aéronefs d'écoute et les satellites d'écoute, on arrive à peu près à entendre tout ce qui s'y passe. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ceci dit, il y a quand même deux limites qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est pas parce qu'on a les informations qu'on sait les traiter toujours en temps réel. On y arrive généralement bien dans un espace délimité à un moment donné, mais la profusion des données que l'on récupère est plus importante que la vitesse de traitement. On l'avait vu dès 1991 dans le Golfe, où des interceptions ou des images qui étaient faites par les services américains mettaient 3-4 jours à arriver à un chef d'escadron de chars, alors qu'il en avait besoin finalement dans les 10 minutes. Il y a toujours ce problème qui se pose. Donc c'est finalement beaucoup plus au niveau tactique avec une décentralisation qu'on arrive à utiliser de manière très ponctuelle ces éléments. Et puis, alors bah, ça c'est un élément évidemment, parce que la tromperie est de plus en plus difficile à faire, mais elle existe toujours, parce que la technologie avance aussi dans les moyens de leur âge, et on peut non seulement, on développe aussi je dirais des appareils, des véhicules qui vont ressembler à un char, sur lequel on va faire en sorte qu'ils aient le même signalement infrarouge, qu'ils émettent eux aussi de la chaleur. Voilà, donc tout ça, on peut les déplacer. C'est vrai que les moyens de détection augmentent beaucoup plus vite que les moyens d'orage, mais
il y a aussi un développement des moyens de l'Europe. Mais sur le cas du conflit ukrainien, là où c'est particulièrement frappant, il faut aussi y poser un certain nombre de limites. C'est que ce n'est pas dans l'absolu une guerre totale. Parce que si les Russes étaient dans une guerre totale sur l'Ukraine, ce qui n'a pas été le cas, je rappelle que, encore une fois, c'est une opération militaire spéciale. Le volume des effectifs engagés, le plan de combat initial n'était pas l'invasion de l'Ukraine, et je ne parle même pas d'une hypothétique invasion de l'Europe. Donc il y a une auto-limitation de la part des Russes dans ce conflit depuis le début. On voit que les victimes civiles sont assez faibles. Il y en a, et bien sûr, on les déplore, mais le nombre de victimes civiles en Ukraine en 2 ans est, je crois, moins important que le nombre de victimes civiles à Gaza en quelques mois. Donc ça donne une image de la qualité de ciblage des Russes qui livrent des combats contre les forces ukrainiennes. Maintenant, ils sont aussi limités dans leur mode de réaction, parce que bien sûr que la flotte de la mer Noire connaît beaucoup de problèmes avec ces drones, qui, encore une fois, sont effectivement des innovations technologiques très importantes, dont on voit vraiment qu'elles modifient le champ de bataille, mais qui fonctionnent aussi parce que les moyens de renseignement de l'OTAN sont mis à leur disposition. Si les Russes décidaient de frapper ces moyens de renseignement de l'OTAN ou d'envahir toute l'Ukraine, je doute que ces moyens continuent à fonctionner. Vous voyez, on est toujours obligé d'avoir cela à l'esprit. Ça entraîne des tas de modifications. Encore faut-il être capable de traiter l'information en temps réel. Et puis, ça marche en particulier parce qu'on n'est pas dans l'absolu dans une guerre totale. On a vu la gradation de ce phénomène. Je me souviens très bien, quand les drones sont apparus, on disait beaucoup dans le monde du renseignement, c'est une innovation extraordinaire. Ça va être essentiel parce que, notamment en matière de lutte contre les groupes armés, terroristes ou criminels, parce qu'ils n'auront jamais accès à ce genre de technologie. Or, on l'a vu en une vingtaine d'années, les trafiquants de drogue utilisent des sous-marins, des mini-sous-marins, des drones. Les terroristes utilisent des drones. Ensuite, on l'a vu dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en 2020, quand les Azéris, dans leur volonté d'épuration ethnique du Haut-Karabakh, ont mené cette offensive. Ils ont lancé des attaques de drones excessivement efficaces. Donc on s'est dit, ben voilà, la victoire du drone, notamment avec des drones turcs, mais on a oublié qu'en face d'eux, l'armée arménienne était vraiment une armée très peu efficace, très peu équipée, mal armée. Et donc, on l'a vu en 2020, les leçons qui ont été tirées, certaines étaient totalement fausses et ont été contredites par ce qui s'est passé en Ukraine. L'Ukraine nous amène à tirer d'autres leçons et c'est pour ça que quand on analyse le conflit, alors je connais mieux le renseignement que les questions militaires, on est obligé d'être prudent en disant il y a aussi des limites qui sont propres à ce conflit qu'il faut avoir à l'esprit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une transparence du champ de bataille qui est complète, que avoir un effet de surprise sur le terrain est de plus en plus difficile. Et finalement, pourquoi est-ce que les gens du Hamas et les groupes palestiniens s'enterrent? Et bien pour la même raison, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont en face d'eux un État extrêmement puissant en matière de renseignement et de renseignement technique qui est Israël, qui a des capteurs de toutes sortes, que Gaza, en tout cas avant l'offensive, était la zone la plus surveillée au monde, et que le seul moyen d'échapper à ce genre de système de surveillance, c'est de creuser, d'aller sous terre, parce que pour l'instant, on n'arrive pas encore à voir ce qui se passe sous terre. Comme on ne voit pas ce qui se passe dans les profondeurs des océans, finalement, les deux domaines dans lesquels La on a mer encore... Baltique, par exemple, on ne sait pas Voilà, qui est-ce qui a oui, été posé voilà. la Voilà. bombe Non, sur non, Nord mais Stream. c'est important. Mais effectivement, il y a cette modification. Mais encore une fois, d'abord, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des fenêtres de vulnérabilité. On ne peut pas surveiller tout le temps et partout. Et donc, ça veut dire que la connaissance que doit avoir une armée des moyens de surveillance adverse est essentielle. Alors, on connaît ça depuis longtemps en France, puisque nous sortions, nous, pendant la guerre froide, nos sous-marins, et même depuis, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ne prennent la mer que lorsque l'état-major des armées, avec son centre de surveillance de l'espace, surveille en permanence où se trouvent les satellites étrangers, qu'ils soient américains, russes, chinois. On essaie de faire sortir nos sous-marins à un moment donné où les satellites étrangers ne surveillent pas le goulet de Brest et l'île Longue. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais on doit aujourd'hui surveiller en permanence les moyens de renseignement adverses et les neutraliser. Encore une fois, ce que les Russes ne font pas, parce qu'on serait en cas de guerre totale, probablement se livreraient-ils à des tirs contre des satellites américains ou européens qui renseignent leurs propres armées. Et aujourd'hui, on ne fait pas ça. Mais inversement, les Ukrainiens n'ont pas la possibilité non plus de détruire les satellites russes, ce qui, en cas de guerre OTAN-Russie, aurait probablement lieu. Mais alors, vous vous rendez compte, parce que quand vous disiez que les gens du Hamas s'enterraient, les Houthis, je suppose, s'enterrent aussi. Ils ont une certaine expérience de la guerre, hein, puisqu'ils ont eu celle qu'ils ont menée contre l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ils ont une position, semble-t-il, ils contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb.
c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que, voilà, est-ce que ça nous amène pas à une situation où, on a une énorme vulnérabilité? Je m'explique. Premièrement, des gens qui sont organisés, il paraît qu'ils ont fait voler un hypersonique. Alors ça, je demande à voir. Oui, enfin, bon, vous avez l'air sceptique. Moi aussi, je l'étais, mais j'avais aucun renseignement sur ce point. Mais il y a d'autres fragilités. Les satellites qui sont aujourd'hui indispensables, mais il y a également tous les réseaux au fond des mers, tous les câbles. C'est vulnérable aussi. Je veux dire, si on arrivait à un vrai conflit de haute intensité, il pourrait y avoir la destruction des câbles sous-marins qui rendrait les pays aveugles et sourds. Donc, euh, Oui, oui. Non, oui, mais effectivement, plus notre société est technologique et dépendante des communications, plus il y a des vulnérabilités. Mais tout simplement, déjà, couper l'électricité dans une nation comme la nôtre, ce serait une véritable catastrophe. Voilà. Après, qui peut couper des câbles sous-marins? C'est déjà un peu plus compliqué. Généralement, des groupes terroristes comme les Houthis peuvent le faire dans ce qu'on appelle les zones d'atterrage, là où les câbles sortent, oui. parce que c'est pas. Il faut disposer de sous-marins, d'abord de bâtiments sur lesquels on peut avoir un mini sous-marin capable de descendre en grande profondeur. Il faut des experts. C'est pas là le principal risque à mon sens. Mais effectivement, on a vu pour moi, parmi les nombreux événements, il y en a deux moi, qui me frappent beaucoup sur l'évolution de la guerre. La première, c'est que depuis plusieurs décennies, il y a une espèce de prime aux petits groupes par rapport aux gros, aux faibles par rapport aux petits, parce qu'effectivement, le développement des moyens technologiques permet à des petits groupes d'être de mieux en mieux armés pour des budgets tout à fait supportables par rapport aux grands États. Et donc, la capacité de nuisance des petits s'est accrue beaucoup plus vite que la capacité de contrainte des grands. Si en plus on ajoute à ça les questions de droit qui, enfin, en tout cas pendant longtemps, ont été prises en compte dans nos démocraties occidentales, c'est une deuxième limite. Et puis la deuxième chose qui nous fragilise, nous, dans les pays occidentaux, même on peut dire au sens large dans les pays du Nord, c'est la volonté de se battre. Nos sociétés ne veulent plus se battre. Quand on Oh, fait un sondage sur les nouvelles générations et le fait est-ce que ces nouvelles générations sont prêtes à donner leur vie pour le pays, on a des taux de participation qui sont extrêmement faibles. Ils sont un peu plus élevés en Russie, dans certains pays d'Europe de l'Est que dans les pays de l'Ouest, mais comparé au monde du Sud, entre guillemets, il y a là une différence fondamentale. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres critères, mais cela me semble important. Et donc, effectivement, à partir du moment où n'importe quel petit groupe est capable d'avoir des missiles, même si ce sont tout simplement des missiles antiaériens ou des missiles anti-chars portables, des explosifs, comment dire, des armes légères et des armes lourdes, des drones, bien sûr, parce qu'ils en ont beaucoup. Missiles hypersoniques, je suis effectivement dubitatif. S'ils en ont, ça veut dire qu'il y a des techniciens étrangers qui sont auprès d'eux pour les livrer, pour les maintenir en état de fonctionner et pour les utiliser. Parce que je veux dire, l'utilisation n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Il faut savoir qu'un missile, vous avez une centrale à inertie, vous avez un gyroscope, vous avez des propulseurs, vous avez de la poudre. Donc, si vous n'avez pas de bande maintenance, un groupe terroriste peut voler 200 missiles Stinger ou Mistral. Et s'il les laisse dans les caisses en plein soleil ou sous une toile de tente, le jour où il les ouvre, il y en a 90% qui ne marchent pas. Donc, il faut pas non plus dramatiser ces gens-là. Leur principale faiblesse, c'est cette capacité à entretenir ces matériels de haute technologie. bien, Eric, je vous remercie infiniment. On revenait par cette notion de petit groupe, on revenait à l'attentat à Moscou avec lequel on avait commencé. Je crois que c'était effectivement assez passionnant de regarder cet aspect des choses, c'est-à-dire de rentrer par une porte particulière par rapport à ce que nous faisions ici. Donc, voilà, je confirme que vous n'êtes pas comme moi, un idiot utile de Vladimir Poutine. On n'est jamais sûr de rien. Non, on n'est jamais sûr de Non, mais je rien. Non, mais plaisante. alors oui, et puis euh, le Wikipédia qui est complètement asservi. Ah oui, mais c'est pas Alors, la je peine pense que d'avoir les des. agences américaines surveillent ça de près. Moi, je vais plus sur la mienne parce que les quelques rectifications qui ont été faites ont été immédiatement enlevées. Donc, je m'en suis fait une. Et puis après tout, si ça les amuse de dire des bêtises, ça n'est pas grave. Euh, Voilà. donc, vous êtes
Moi, on m'a traité de rouge-brun, vous, de complotiste d'extrême droite, ce qui vous amène à donner des interviews dans l'UMA, j'ai vu ça. Hein, donc, non, c'est pas très intéressant. Et vous avez raison concernant intellectuellement, la France va pas très bien quand même. Hein. Ce que vous disiez sur la presse américaine, moi, j'y vais tous les jours. Hein. J'y vais tous les jours. Alors, il y a de la dissidence. Je suis abonné au newsletter du WAPO, du Washington Post et du New York Times. J'aime pas beaucoup ce qu'ils racontent, mais au moins j'essaye de comprendre. Je vais le matin sur Global Times, le site chinois, toujours très intéressant, y compris dans la composition de la première page, c'est toujours assez amusant. Donc, voilà, on a une expression, on a des débats, on a comment dire, un regard sur le monde, même si les Américains parfois sont un peu agaçants de ce point de vue, mais chez nous, c'est devenu relativement terrible. Moi, j'ai connu une France où tous les journaux, enfin, les grands quotidiens, avaient des correspondants locaux. Ils envoyaient des gens. Oui. Depuis que Minc leur a dit il suffit de prendre l'avion, d'accord, ok, on a compris. Non, non, ils sont tous alignés sur l'AFP. Donc, non, non, c'est Et triste. le, Et, le journaliste québécois qu'on voit sur CNews, dont j'oublie le nom, Mathieu oh, Bocoté, qui me revient. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a une très belle expression en parlant de la France et des médias. Il a parlé du totalitarisme sans le goulag. Et je trouve que c'est pas dénué de fondement parce que, effectivement, la manière dont l'accès aux médias est aujourd'hui régulé, la manière dont ceux qui tiennent un discours différent du narratif ambiant se font excommunier au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on est comment dire, exclu du système de communication, est assez vrai. Donc je trouvais cette expression assez pertinente. oui, mais le problème, c'est qu'on a un dispositif qui est un dispositif asservi. D'abord, aux grands intérêts économiques, ça c'est l'oligarchie qui commande. Quand on voit ce qui s'est passé avec Saadé et la En mise à pied Provence. du rédacteur en chef de la Provence, c'est effarant. Et il vient de racheter BFM et puis je ne sais plus quel autre canard qui appartenait à Drahi. Et il y a ça, il y a le fait qu'ils sont alignés sur le pouvoir, la domination du pouvoir par le biais du service public, l'ARCOM qui fait absolument pas son boulot. Donc ce système, il est disqualifié. Toutes les études montrent 70% des Français ne lui font plus confiance. En revanche, et c'est une étude de l'ARCOM qui l'a montré, les Français se tournent vers les réseaux. Donc il y a un nouveau dispositif qui se met en place, dont on n'a pas encore identifié la dimension économique, le modèle économique qui lui permette d'exister, de prospérer. Il charrie le pire et le meilleur, je suis bien d'accord, hein, il y a des horreurs, mais c'est un moyen de réinformation. Et je pense pas qu'ils ont très envie de le faire taire, mais je pense pas qu'ils y arrivent. Mais le problème, c'est comment le financer, quoi. Non. Comment peut-il se financer? Donc, il y a les cagnottes, etc. Donc, mais je pense que le système, la presse système, comme on l'appelle, en France, elle est moribonde. Elle est moribonde. Elle ne vit que de subventions. Quand vous pensez Libération, je ne pense pas qu'ils aient 10 000 abonnés. Et vous allez m'excuser, il va falloir que je m'arrête, mais l'image que Oui. j'ai, et je vous rejoins, c'est celle d'une mutation au sens biologique et animal du terme. C'est-à-dire qu'on voit la carapace qui est en train de se fracturer, qui est en train de disparaître, et par des tas de réseaux sociaux, de médias sociaux comme le vôtre, on voit finalement tout ce travail de réinformation se mettre en place. Il va bien sûr aussi sortir des choses qui sont moins positives, mais on est au sens propre en pleine phase de mutation. Merci beaucoup, Éric Merci à Dénessé, vous. et peut-être à très bientôt. En tout cas, on reste vigilant. Tout à fait. Merci, au revoir. Au revoir.